Salutations les glandeurs, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour parler du prix Goncourt 2024. Il s'agit de Huri, Hawriyat, Houris, comme certains le prononcent, de Kamel Daoud chez les éditions Gallimard. Dans cette vidéo, nous allons d'abord résumer le texte en soulignant les thèmes et les sujets abordés. Ensuite, nous allons l'analyser, puis enfin revenir sur la dernière polémique en date, le dépôt de plainte par l'ancienne patiente de la femme de Kamel Daoud, Saada Arban. Au milieu d'une chambre à Oran, Aub ou Fajr se concerte en silence avec son enfant. Huri, elle porte le nom des femmes dans le paradis en islam. L'enfant n'est pas encore né, elle n'est même pas certaine de son sexe, mais elle croit profondément que c'est une fille qu'elle attend. Car seul un être au féminin pourrait écouter son histoire. Une histoire que l'Algérie tout entière, avec son peuple, tente d'oublier. Tout a commencé le 31 décembre 1999, lorsqu'un groupe de terroristes attaque un village et décime tout ce qui bouge. Hommes, femmes, enfants, animaux sont égorgés. Les parents d'Aub sont tués à leur tour, ainsi que sa sœur, qui est égorgée devant ses yeux. Lorsqu'arrive son tour, la lame s'est émoussée. Elle ne parvient pas à correctement égorger Aub, ne déchiquetant que ses cordes vocales. Pressés par le temps et la crainte d'un ratissage militaire, les terroristes l'abandonnent dans sa flaque d'eau et retournent au maquis. Elle sera sauvée par les médecins qui réussissent à la rafistoler tant bien que mal. Par contre, elle gardera à jamais les séquelles de cette nuit tragique. Un sourire de 17 cm et une canule pour parler. 21 ans plus tard, Aub souhaite raconter son histoire. Raconter l'histoire des mutilés de cette décennie noire. Elle souhaite que leur histoire soit connue par tout le monde, bien que sa mère adoptive l'en dissuade. Toutefois, Aub estime qu'il ne pourrait avoir une nouvelle Aub en Algérie sans le souvenir de cette guerre. La seule guerre en Algérie qui vit les Algériens s'entretuer. Une guerre, selon elle, que tout le monde tente d'oublier et que la loi de réconciliation de 2005 a effacée. Huri ou Houris de Kamel Daoud, c'est l'histoire d'une femme dépossédée de sa voix, de son histoire et qui, enfermée dans un passé, refuse de participer au futur du pays. C'est une histoire qui fait ressurgir le passé avec ses cadavres pour libérer la voix de la femme, la voix d'Aub. Et quelle autre voix aurait pu choisir Kamel Daoud, si ce n'est la voix du verbe virulent, de la critique, voire de la polémique. Aub, du début jusqu'à la fin, mène une croisade contre les hommes. Qu'ils soient jeunes ou âgés, musulmans ou athées, ils sont tous les mêmes, gangrénés par l'islamisme et l'obscurantisme. Les hommes, aux yeux d'Aub, sont l'ennemi de la femme. Entre leurs envies de dépuceler les jeunes femmes, ils n'accordent qu'une légère liberté aux femmes quand ils prient leur Dieu. Et même lorsqu'un personnage du nom de Saïdi Gadi, tel un deus ex machina, la sauve des mains barbares et de mains de monstres, il est lui-même porteur de vices, de velléités. Le problème, les glandeurs, c'est l'obsession de Kamel Daoud pour la sexualité, ainsi que l'islam dans ses textes, au point d'alourdir ce texte. Ce qui m'a fait détester Zabor ou les psaumes, malgré une bonne idée narrative, s'est retrouvé dans ce texte-là. L'écrivain se cache derrière la fiction pour véhiculer ses idées anti-islamiques. Anti-arabe, anti-Algérie par moments, au point de laisser transparaître des informations factuellement fausses, détournées, travesties, afin de répondre à un certain cahier de charges. Et nous allons les voir, ces informations. Et maintenant, si vous voulez bien, je vais vous proposer quelques passages qui démontrent ce que je dis. Premier passage, les glandeurs, il mentionne un article de la loi de réconciliation de 2005 qui interdit aux gens de traiter de la décennie noire. Je vais vous la lire. Bien sûr, je l'ai sur ma Kindle, je n'ai pas voulu acheter le livre en physique. C'est la première page du livre. Article 46. Est puni d'un emprisonnement de 3 à 5 ans
et d'une amende de 250 000 dinars à 500 000 dinars. Quiconque qui, par ses déclarations, écrits ou tout autre acte, utilise ou instrumentalise les blessures de la tragédie nationale pour porter atteinte aux institutions de la République algérienne démocratique et populaire, fragiliser l'État, nuire à l'honorabilité de ses agents qui l'ont dignement servi ou ternir l'image de l'Algérie sur le plan international. Point. On s'arrête là. C'est l'article tiré de la loi de réconciliation de 2005 qu'il cite. Le problème, les glandeurs, c'est que plusieurs écrivains ont traité de cette période, par exemple Yasmina Khadra, dans son livre « Les agneaux du Seigneur », paru plutôt en 1999, durant l'époque même. Certes, vous allez me dire, le livre est paru en 1999 et la loi a été rédigée en 2005. Je suis d'accord, mais si vous allez en Algérie aujourd'hui, vous allez trouver dans les librairies le texte édité, que ce soit en Algérie et même en France, chez Pocket et en Algérie, chez Mosaïque et autres maisons d'édition. Il est toujours disponible. Pourtant, il traite de la décennie noire. Mieux encore, les glandeurs, vous allez trouver d'autres textes, d'autres œuvres artistiques qui parlent de la décennie noire, qui traitent de cette guerre civile de manière, on va dire, plus objective, moins fallacieusement que l'a fait Kamel Daoud dans Houri. Car il savait, les glandeurs, que la manière avec laquelle il allait traiter la décennie noire dans son livre allait provoquer une réaction de la part du gouvernement algérien. Car sa méthode à lui a toujours été la provocation. Deuxième point, les glandeurs, à la page 6, il dit qu'en Algérie, on arrête l'école ou la scolarité parce qu'on a eu 0 en histoire nationale algérienne. Vous avez devant vous le texte. Il faut savoir que d'abord, il n'y a pas dans l'école algérienne publique un cours qui se nomme Histoire nationale algérienne, mais seulement Histoire. Et on fait toute l'histoire, que ce soit l'histoire nationale ou internationale. Et surtout, le système éducatif en Algérie interdit d'accorder un 0 à un élève, quel que soit le contenu de sa copie. Donc, c'est une information factuellement fausse. Troisième point, les glandeurs, c'est une incohérence, une très grande incohérence pour un prix Goncourt. Dans le passage précédent, Aube disait qu'elle avait arrêté la scolarité au collège parce qu'elle a eu un 0. Dans ce passage, page 27, elle dit qu'elle a poursuivi ses études au lycée colonel Lotfi. J'aimerais bien comprendre comment elle a stoppé sa scolarité au collège, puis est parvenue à aller étudier au lycée. Comment peut-on laisser passer une telle incohérence pour un Goncourt? C'est une incohérence. C'est une mauvaise construction du personnage. Je ne comprends pas. Quatrième point, les glandeurs, page 37. Je vais vous lire le passage et vous allez voir pourquoi c'est dérangeant. Que veux-tu? Venir ici et devenir une chair morte? Entends-tu les hommes dehors dans le café, leur Dieu leur conseille de se laver le corps après avoir étreint nos corps interdits à la lumière du jour. Ils appellent ça la grande ablution, car nous sommes la grande salure. Que veux-tu? Toutes les femmes sont comme moi, même si elles ne possèdent pas de trou dans la gorge ou de sourire stupide sur le visage ou de langue étranglée dans l'agonie. C'est ça être femme ici. Le veux-tu vraiment? Ici, les glandeurs, nous avons affaire à une exagération doublée d'une hypocrisie intellectuelle. La femme algérienne est décrite comme un être sale, inutile socialement et utile sexuellement. J'aimerais bien savoir dans quelle Algérie a-t-il vécu. Attention, je ne dis pas que la femme algérienne soit entièrement libre et jouit entièrement de ses droits, mais il y a des limites. Ce qui me choque, c'est le détournement d'informations. Ainsi, pour Daoud, les grandes ablutions sont destinées seulement aux hommes lorsqu'ils s'adonnent au coït avec les femmes. Car la femme salit l'homme, et non pas l'inverse. Est-ce qu'il est sérieux? Apparemment, il l'est, les glandeurs. Apparemment, il change les informations. Il les utilise parce qu'il sait que
derrière, il a un lectorat qui ne maîtrise pas l'islam et la culture musulmane. Donc, s'il lit ce genre d'informations, il va les prendre pour argent comptant. 5e point, les glandeurs, et on avance. Une scène incongrue. Il décrit un médecin islamiste qui refuse d'ausculter les femmes. C'est un gynécologue, mais il refuse d'ausculter les femmes, sous prétexte que ce n'est pas en accord avec l'islam et la religion. Donc, il délègue la tâche à sa femme. C'est sa femme, qui n'a pas fait d'études en médecine, qui va ausculter les femmes. Toutefois, lorsqu'il sait qu'elle ne désire pas cet enfant illégitime, il lui propose des pilules pour avorter, sous prétexte qu'il ne reconnaît pas les lois terrestres et qu'il reconnaît seulement les lois divines. Le problème, les glandeurs, c'est que même les lois divines sont contre l'avortement, quelle que soit la motivation et quel que soit le prétexte. Cette scène n'a aucun sens, si ce n'est dire que les musulmans sont renfermés d'esprit et peuvent agir de manière incohérente. Sauf que c'est lui qui agit de manière incohérente, ou plutôt écrit de manière incohérente, et ne répond pas à l'honnêteté intellectuelle. Dans ce passage, selon lui, il y a eu des terroristes qui ont mis des bébés dans les fours. Ce passage est une petite connexion entre le 7 octobre et la décennie noire pour mettre dos à dos le terrorisme islamiste de la décennie noire et le Hamas. Les mêmes procédés, une époque différente. Ce discours, les glandeurs, vise à discréditer le Hamas et la résistance palestinienne. 7e point, est-ce que c'est du plagiat? C'est une très bonne question. Page 181, comme vous pouvez le voir, il y a un copie-coller de la part de Kamel Daoud. C'est le même texte. Le premier date de janvier 2024 et la parution du texte Houri, c'est août 2024. Maintenant, il y a certains qui vont me dire que le personnage est en train de citer une source. Je peux entendre cette hypothèse, même si ça n'a pas l'air d'être une source car il n'y a pas la référence en bas de page. Mais est-ce que pour vous, un tweet est reconnu comme un document historique à citer comme preuve? Je ne pense pas, non. Un autre passage, les glandeurs, sur lequel j'aimerais m'attarder et qui démontre l'exagération à outrance de la part de l'auteur, c'est parti. Ne crois pas qu'on prenne facilement une route déserte un jour férié, seul et rien qu'avec le soleil qui va dans mes yeux. Mais n'éclaire pas toutes mes raisons. Une femme ne voyage pas seule en Algérie. Encore moins un jour de sacrifice. Il y a des choses que tu ne pourras jamais faire si tu viens dans ce monde. Par exemple, déambuler seul sous l'averse, t'asseoir seul sur un banc face à une montagne qui refuse de te parler, dans un jardin public, ou bien t'habiller selon tes envies, rire dans la rue, ou encore remercier un inconnu qui te collera dans le dos en croyant que tu es une prostituée, car tu as été gentil comme une plante d'intérieur. Tu te promèneras en groupe dans les villes seulement, car dans les villages, c'est impossible. Durant les heures creuses des hommes à la mosquée, pour visiter un cimetière ou marier une proche, il y a des choses que Dieu nous interdit. Enterrer les morts, gémir sur une tombe, égorger une bête de sacrifice, hériter d'une part égale à celle de l'homme, s'épiler pendant le mois du jeûne, montrer ses bras nus ou encore élever la voix, chanter dans la rue, fumer des cigarettes, boire du vin, répondre aux coups de pied. La route est longue, la liste aussi. Personne ne croira mon histoire. Exagération abominable à mon sens. Parce que là, les glandeurs, ils corrèlent la situation sociale en Algérie avec la religion pour dire que les deux engendrent des inégalités en Algérie. Alors que je dis, et je vais le redire, il y a des soucis de droit en Algérie. Que ce soit les hommes ou les femmes, n'ont pas tous les droits. Qu'il y a un travail à faire. J'espère qu'il y aura ce travail, qu'il se fera ce travail. Mais on ne peut pas condamner d'un revers de main les deux points, que ce soit la culture algérienne ou la religion musulmane, pour dire que cette société vit encore dans une époque d'obscurantisme, dans une époque purement inégale.
C'est faux. Page 210, à mon sens, les glandeurs, c'est une insulte envers les Algériens. Dire que les Algériens souhaitent seulement, ou que les hommes souhaitent seulement, ou rêvent seulement de dépuceler les jeunes filles, c'est à mon sens un manque de respect à la gente masculine en Algérie. C'est malheureux d'écouter ou de lire ce genre d'affirmations qui ne relèvent pas de la réalité, qui ne s'appuient sur aucune donnée concrète. Certes, ça s'appuie sur une subjectivité, sur une idéologie anti-islamique, anti-arabe, anti-orientale. Ça, je peux le comprendre. Mais un intellectuel, normalement de cette envergure, qui se proclame intellectuel, ne doit pas s'abaisser à ce genre de velléité, malheureusement. À travers ces 9 exemples, les glandeurs, j'ai tenté de démontrer à quel point la méthode de Kamel Daoud est dangereuse. Sa façon de procéder est dangereuse. Elle tord les éléments à sa guise pour justifier son aversion, sa haine envers la religion et la société arabo-musulmane. Et je le répète, le souci n'est pas de critiquer l'Algérie. Tout le monde peut critiquer l'Algérie. Et moi, le premier, je suis tout le temps en train de critiquer la société et le gouvernement. Mais il y a des manières, il y a des méthodes. Et surtout, éviter de ternir l'image d'un peuple dont la construction ne fait que commencer. Premièrement, douter, voire remettre en question sa plus grande prouesse historique, à savoir la libération nationale, est à mon sens un manque de respect. Dans le livre, vous allez retrouver d'autres passages, d'autres insinuations de la part de Kamel Daoud pour dire que la guerre de libération n'a pas fait 1,5 million de martyrs, que cette guerre a été un peu trop glorifiée, qu'elle a été un petit peu modifiée d'un point de vue historique. Il y a des insinuations de la sorte dans ce livre-là. Deuxième point, les glandeurs, utiliser un passé douloureux sous prétexte de justice en ayant une approche polémique est à mon sens un acte barbare. Les Algériens ont voté la réconciliation en 2005 car ils en avaient marre du terrorisme. Ils l'ont combattu jusqu'à l'essoufflement et personne ne les a aidés. Et à un moment donné, ils se sont dit, on arrête. On souhaite un futur pour nos enfants. Voilà pourquoi il y a eu la loi de réconciliation de 2005. Il y a eu un vote, un référendum. Et c'est par la majorité que cette loi s'est imposée. Moi, j'aimerais poser une question à Kamel Daoud. Est-ce qu'il a critiqué la France dans sa gestion mémoriale quant à la période de la terreur entamée par Robespierre? Car aujourd'hui, nous n'avons pas les noms de tous ceux qui ont été guillotinés par Robespierre parce que, à ses yeux, ils n'étaient pas assez républicains. C'est la même chose, guerre civile, guerre d'idéologie entre un pouvoir et un autre, entre les républicains et les anti-républicains. Robespierre a cumulé les têtes décapitées. Et pourtant, nous n'avons pas les noms de ces personnes-là. À l'école, on en parle légèrement. En France, il n'y a pas de jour de commémoration par rapport à la terreur. Pourquoi ils n'en parlent pas? Pourquoi ils ne critiquent pas cette mauvaise gestion mémoriale de la part de la France? Maintenant, les glandeurs, je rejoins l'auteur sur un seul point. C'est d'avoir mal traité cette période ou de ne pas l'avoir traitée dans les écoles. J'aimerais bien voir prochainement dans le programme de l'histoire en Algérie une séquence sur la décennie noire. Non pas pour exhumer les cadavres du passé, juste pour dire voilà, nous sommes passés par une période noire, etc. Mais pour en tirer une leçon, pour dire aux enfants algériens, regardez où l'intégrisme, où l'ignorance nous a menés. Et que nous l'avons combattu seuls, sans l'aide de personne, et que maintenant, il faut la prendre comme une leçon. Cette période historique doit être vue comme une leçon. Il y avait 1000 façons d'exprimer cette idée que je viens d'exprimer. Et Kamel Daoud n'en a utilisé aucune, malheureusement. Quatrième point, les glandeurs qui marquent le manque de respect de Kamel Daoud par rapport aux Algériens, c'est de réduire l'Algérie à une enclave de prédateurs
sexuelle islamiste d'une part, et de femmes enfermées entre quatre murs ou de femmes luxurieuses qui s'adonnent ouvertement au sexe et à la débauche d'autre part. Et à mon sens, un manque de respect vis-à-vis des Algériens et des Algériennes qui chaque jour s'imposent dans la société de par leur culture, de par leur savoir, de par leurs compétences. C'est un manque de respect car ces personnes apportent énormément à la culture algérienne, apportent énormément au développement de l'Algérie. Et venir catégoriser les Algériens dans des cases bien définies est un manque de respect et une mauvaise connaissance de la société moderne de l'Algérie. Et je le répète, l'Algérie est loin d'être parfaite, mais on ne peut pas réduire, quel que soit le pays, quelle que soit la nation, on ne peut pas la réduire en un schéma manichéen quand on aborde la société. Voilà, on ne peut pas. Une société est diversifiée, une société change constamment, il y a un peu de tout. Un dernier point, les glandeurs, et on va sortir un petit peu du fond du texte pour parler de la forme. C'est un passage qui a attiré mon attention. Regardez, je ne comprends pas comment ce genre de passage peut être synonyme de meilleur livre français 2024. Il est lourd. L'utilisation à outrance de la conjonction de coordination et de la préposition à, et surtout lorsque vous le lisez à haute voix, vous avez une cacophonie. La répétition du son a et dans un paragraphe qui fait 3 lignes, c'est rien du tout. Selon vous, est-ce que ce texte mérite réellement le Goncourt 2024? C'est la question. On arrive maintenant, les glandeurs, à la partie de la polémique. Est-ce que Kamel Daoud a réellement plagié l'histoire de Sada, la patiente de la femme de Kamel Daoud depuis 2015? C'est une révélation qui a provoqué tout un brouhaha un peu partout en Algérie et maintenant en France, puisque même Gallimard a tenu à défendre son auteur, Kamel Daoud, pour dire qu'il subit une campagne de diffamation. De son côté, Kamel Daoud ne s'est toujours pas prononcé sur l'accusation, se positionnant, comme toujours, dans le rôle de victime. Premièrement, les glandeurs, j'aimerais revenir au journaliste de One TV, celui qui a mené l'interview avec Sada Arwan, Youssef Sabarchif, qui était, il faut le savoir, le porte-parole de la campagne présidentielle du président Abdelmajid Tebboune. Ça ne m'étonne même pas qu'il ait été délégué par le gouvernement afin de divulguer ces informations aux Algériens et surtout à la France. D'un côté, c'est une bonne chose que la vérité soit connue. D'un autre côté, il y a un acharnement de la part du journaliste et de la chaîne depuis quelques semaines, voire des mois, autour de la question de Kamel Daoud, que je ne peux cautionner. On peut être en désaccord avec un auteur, avec un écrivain, avec une personne, mais on ne peut pas le traîner aux gémonies parce que nous avons des intérêts avec X et Y. Qu'on soit bien clair. L'acharnement médiatique ne mène à rien parce que depuis des semaines, le journaliste s'adonne à des attaques ad hominem contre Kamel Daoud et non pas contre l'écrit en soi. Et ça me dérange. Ça démontre qu'il n'a pas lu le livre de Kamel Daoud. Ça, c'est désolant. Deuxième point, les glandeurs. Jusqu'à présent, nous n'avons pas connaissance du dossier médical de la femme, de la victime. Nous ne savons pas quelles sont les informations qui ont été réutilisées par Kamel Daoud dans son livre. A-t-il tout pris en changeant seulement les patronymes et les lieux, ou bien il y a eu des modifications? Parce que si Kamel Daoud s'est seulement inspiré du vécu et de la vie de Sada Arban pour écrire son livre, il ne s'agit pas de plagiat, il faut le savoir. La fiction puise ses sources de la vie. Ça a toujours été le cas. Et elle ne pourra rien contre lui. Voilà, c'est pour cette raison que nous devons être prudents avec ces accusations. On ne sait pas
le contenu du dossier médical, quels sont les points de divergence ou bien les points de convergence entre Hope, le personnage fictionnel, et Saada Harben, la victime, pour avoir une idée. On ne peut pas savoir s'il a juste pris comme point de départ à sa narration et à son texte littéraire l'égorgement raté subi par Saada Harben. Il ne s'agit pas là de plagiat, malheureusement. Donc soyons prudents avant d'émettre un jugement catégorique. Faisons confiance à la justice algérienne et attendons son jugement et ainsi éviter de tomber dans la diffamation. Parce que là, il peut porter plainte contre les gens qui le diffament. Et là, ça ne va pas être drôle. Troisième et dernier point, les glandeurs. Aurions-nous eu tout ce tralala, tout ce tapage médiatique si ça avait été une personnalité ou une personne lambda, une personne venant de la société algérienne, issue d'une famille algérienne comme les autres. Car il faut le savoir, Saada Harben a été adoptée par l'ancienne ministre de la Santé en Algérie. Voilà, c'est une personne qui a du poids dans la politique algérienne. Et il n'est pas étonnant de voir que Saada Harben, ou que la famille de Saada Harben, ait utilisé les contacts que sa mère avait pour pousser un peu plus cette affaire d'un point de vue médiatique et même d'un point de vue judiciaire, ce qui a permis de faire remonter plus rapidement l'affaire jusqu'à devenir une affaire d'État. J'aimerais en tant qu'Algérien voir cet engrenage se mettre plus rapidement au travail pour protéger le peuple, quel que soit le préjudice et quel que soit le statut social des Algériens. Houri, loin d'être le meilleur livre français de 2024, il aura au moins su attirer l'attention sur lui. De par son verbe polémique, voire agressif, l'auteur exhume les cadavres du passé pour les confronter à l'histoire. Cette guerre qu'il déclare aux islamistes, aux radicaux et quelquefois au gouvernement algérien continuera de faire couler beaucoup d'encre. Pour ce qui est des accusations de plagiat, tant que la justice ne s'est pas prononcée sur la question, Kamel Daoud et Houri demeurent aux yeux de la loi innocents. Cependant, jusqu'à quand? Voilà les grandeurs, on arrive à la fin de cette vidéo. Elle était longue, je dois l'avouer, mais il faut savoir que c'est un sujet très dense et je voulais vous donner un aperçu sur le livre de Kamel Daoud et pourquoi, à mon sens, il est dérangeant et pourquoi, à mon sens, il présente quelques éléments, quelques informations factuellement fausses. Quant à l'histoire, elle a des hauts et des bas. C'est pas la meilleure histoire que j'ai lue de sa part. Je reste attaché à mon point de vue initial. Meursault contre Enquête reste son meilleur livre. Pour moi, on est très loin de la légèreté qu'il avait manifestée dans son livre précédent. C'est comme ça, lorsqu'on alourdit un livre avec son idéologie, ça devient un manifeste plutôt qu'un roman. N'hésitez pas à vous abonner les glandeurs, à partager la vidéo et à me donner votre avis sur la vidéo surtout pour m'améliorer et surtout de me dire si vous avez lu Houri de Kamel Daoud. Sur ce, prenez soin de vous et comme toujours, que la patience soit avec vous. À plus.